Merci à l'Académie des sciences techniques, comptables et financières de me donner l'opportunité de cette intervention aujourd'hui sur le thème de la mondialisation. Je voudrais commencer mon propos en rappelant un paradoxe et une contradiction profonde dans le discours qui existe sur la mondialisation entre celui qu'on avait au début des années 2000 et celui qu'on connaît aujourd'hui au début des années 2020. Au début des années 2000, la mondialisation, c'était la fin de l'histoire. Un journaliste comme Thomas Friedman parlait de la Terre qui est devenue plate. Aujourd'hui, le discours de la mondialisation est beaucoup plus hostile, on le sent bien. Le discours des responsables politiques est au nationalisme ou au patriotisme économique, à la souveraineté nationale et de manière générale à la dénonciation d'échanges qui seraient déséquilibrés, injustes et très perturbateurs. Alors, il est vrai qu'entre ces deux dates, on a vécu des transformations profondes, une transformation digitale, un défi environnemental. Il est vrai aussi qu'on a connu un certain nombre de crises, les crises économiques et des crises sociales, des crises politiques qui sont traduites par l'émergence des différents populismes qui sont même arrivés au pouvoir. Et le meilleur exemple en est probablement Donald Trump qui, aux États-Unis, a une politique commerciale évidemment radicalement différente de celle qu'on avait pu connaître dans les années 90. Donc on a aujourd'hui une remise en cause de la mondialisation. Pour autant, je pense qu'il est important de mettre un peu de perspective historique et de constater que la mondialisation, elle vient de très loin et qu'elle est, à ce titre, probablement appelée à durer encore un certain nombre d'années. Elle vient de très loin parce qu'on pourrait la faire remonter jusqu'à l'époque médiévale, par exemple. On pourrait parler de Jacques Coeur, le Français qui avait tissé les premiers échanges commerciaux très intenses. On pourrait parler des marchands italiens qui, à travers la Méditerranée, ont également eu un commerce important, créant d'ailleurs les bases de ce qui allait devenir notre comptabilité et notre notion même d'entreprise. On pourrait parler de la révolution industrielle, on pourrait parler aussi de la mondialisation à la fin du 19e, quand les échanges commerciaux très intenses ont été accompagnés également de migrations très fortes d'hommes et de femmes depuis l'Europe vers les États-Unis. Et donc, si elle vient de loin, elle est aujourd'hui dans une situation paradoxale, situation paradoxale qui a probablement exagéré. La mondialisation, les multinationales à tout le moins, ne représentent que 0,1% des entreprises dans le monde et 10% du PIB mondial. Ça veut dire que 90% de notre PIB est réalisé par des entreprises qui restent, elles, locales. Alors, quelles sont les perspectives pour la mondialisation? Les perspectives, c'est d'abord un verdissement de la mondialisation, la prise en compte des préoccupations environnementales, c'est une digitalisation avec l'inscription de nouveaux outils informatiques, de suivi, d'intelligence artificielle et de big data dans le commerce mondial qu'on n'avait pas évidemment il y a quelques années. Et c'est aussi une régionalisation à travers des accords commerciaux régionaux et à travers la prise de puissance de la région asiatique dans son ensemble, qui sera demain évidemment un poumon central du commerce mondial. Alors, quelle est la place de l'Europe dans cette transformation? Est-ce que la piste des relocalisations, comme on en entend beaucoup parler à l'issue de la crise du Covid, est la bonne? C'est pas certain. La relocalisation, ça a un atout, ça peut permettre d'accroître la résilience d'une chaîne de valeur, tout étant localisé au même endroit, on peut réagir plus rapidement. Ça n'en accroît pas la robustesse, parce que comme tout est localisé au même endroit, si ce lieu est affecté par une crise, eh bien l'ensemble de la chaîne de valeur est affecté. On peut d'ailleurs souligner que dans la crise du Covid, les économies qui ont le mieux réagi, c'est la Chine, c'est la Corée du Sud, c'est l'Allemagne, c'est-à-dire des pays qui sont profondément inscrits dans la mondialisation. Et à l'inverse, les secteurs qui ont été le plus affectés sont les secteurs qui sont non délocalisables, locaux, par exemple un certain nombre de services comme le service hôtelier, le tourisme, etc. Donc la relocalisation, ce n'est peut-être pas la panacée pour les années à venir. Dans ce cas, qu'est-ce que l'Europe peut faire? Mais probablement plus une politique de compétitivité. Une compétitivité qui s'inscrit par un approfondissement de son marché unique, un approfondissement une unification de son marché des capitaux et également un investissement toujours plus fort dans la recherche et l'innovation. Il y a beaucoup à faire dans les universités européennes pour qu'elles viennent rivaliser avec les meilleures universités mondiales encore plus, pour que nos centres de recherche soient encore meilleurs et soient demain les vrais compétiteurs des Chinois et des Américains.
Donc la mondialisation, je pense, de cette façon qu'il faut percevoir la mondialisation et penser la mondialisation. Elle ne va pas disparaître, elle existe depuis des centaines d'années et elle sera là encore pendant longtemps. Donc notre enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut agir pour prendre la meilleure place dans cette mondialisation qui se dessine demain.